aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Bien, bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de notre 6e saison des meet-ups de DevApps. Donc une première petite partie concernant les actus et puis une deuxième partie où on aura Damien suite à une conversation qu'on avait eue sur le Slack avec Christopher Guégax à propos d'outils pour présenter des opérations, enfin de l'UML. Voilà. Donc en première partie, donc moi j'ai noté un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, enfin certainement, il y a eu les résultats du deuxième trimestre de Microsoft. Donc merci pour eux, tout va bien, puisqu'ils ont un chiffre d'affaires qui a augmenté de 20%. Ils en sont à 51,7 milliards sur le trimestre. Par jour, je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est assez impressionnant. On a la division cloud, donc Azure & Co qui a augmenté de 26%. La division Office 365, LinkedIn, alors, je ne sais pas pourquoi les deux sont dans le même bateau, qui a augmenté de 19%. Windows Xbox Surface qui a augmenté de 15%. Donc, bref, tout ça a bien augmenté, ce qui fait que pour les généreux propriétaires d'actions de Microsoft, ils ont 2,48 $ par action au lieu de 2,03 $ par action. Donc voilà, donc tout va bien pour eux. Au niveau de la bourse, je ne sais pas où ça en est. Je crois que ça baisse toujours un petit peu. Bon, bref, mais je me fais pas de soucis pour Microsoft. Ça baisse partout de toute façon. Oui, de façon globale. Oui, on a notre spécialiste de la bourse, Christophe, là, qui suit ça tous les jours. Les actions, je regarde tous les jours. Mais justement, c'est là où est l'erreur. Il ne faut pas regarder tous les jours. Non, mais j'aime bien. Oui. Donc voilà concernant les dollars de Microsoft. Ensuite, il y a deux petites nouveautés qui ont été annoncées cette semaine. Alors la première nouveauté, là ça concerne vraiment les développeurs, c'est le .NET Community Toolkit 8 qui est en Preview 1, qui a été annoncé hier. Donc avec comme nouveauté le support de .NET 6, donc c'est une bonne chose. Et puis, une deuxième chose, au niveau de la partie MVVM, donc le MVVM Toolkit, ils ont écrit entièrement des nouveaux générateurs qui marcheront nativement avec Visual Studio 2022. Et donc qui permettent de simplifier énormément le code de vos applications. Donc, juste un exemple bête et méchant, quand vous avez une commande, normalement, vous devez déclarer votre champ de commande, faire un private e-relay commande de type machin, et puis ensuite de déclarer la commande en elle-même et de déclarer également la méthode qui sera appelée par la commande. Et donc tout ça, vous pouvez le réduire à une seule méthode avec juste un attribut qui sera e-commande, donc qui permettra d'être appelé par votre UI directement, quoi. Donc il y a une grande simplification pour les commandes. La même chose pour vous savez, les observable properties, donc notamment les e-notify properties, etc. Vous savez que le code est un petit peu complexe à mettre complexe et verbeux, disons, à mettre en œuvre. Et ben là, il suffira juste de rajouter l'attribut observable property sur le champ. Et ça vous créera automatiquement votre propriété. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà testé un petit peu ces générateurs automatiques du MVVM Toolkit. Laurent, peut-être, non? Ouais, j'ai testé il y a un petit moment. En fait, on n'est jamais passé dessus parce qu'on a insourcé le MVVM Lite parce qu'ils veulent rester compatibles avec .NET Standard et en WPF, il y a un problème avec le command manager et la façon de gérer ça.
Mais le projet a l'air super intéressant, franchement. Si aujourd'hui je devais recommencer un truc, j'utiliserais ça pour la partie MVVM, bien sûr. Ouais. Beaucoup de perfs en plus, etc. Après, la partie génération de code, j'ai toujours ça dépend. Parce que quand tu arrives, si tu arrives à broser le code maintenant et tout ça, mais il y a une partie magique qui est des fois un peu surprenante. Et c'est vrai que dans 2019, j'avais essayé Visual Studio 2019, ça marchait pas super bien, quoi. Non. Bah, ils le disent dans le post. Je vais vous mettre la référence. Que pour Visual Studio 2019, c'est pas actif par défaut. Je sais pas comment il faut faire pour l'activer, mais. Donc voilà. Ensuite, une autre. Alors, il y en a qui vont dire que c'est de la pub, mais je ne sais pas si vous connaissez le produit NubCommerce, donc qui est un site, qui est un site open source qui permet de créer une plateforme de commerce électronique. Donc c'est quelque chose qui est open source, qui est gratuit, etc. Et qui est entièrement écrit en .NET. Qui est géré par des Russes, je crois. Non, mais ce qui est de remarquable, c'est que dès qu'il y avait des nouveautés, moi je l'avais utilisé quand ils étaient en version 2, là maintenant c'est la version 4.5, et au fur et à mesure des nouveautés de Microsoft, ils suivaient très rapidement. Et là, la version 4.5 est en .NET 6, donc est intégrée. Et franchement, pour l'avoir utilisé sur un site de e-commerce, on arrive à faire quelque chose de très pro. Il y a tous les outils de surveillance, etc., qui sont intégrés, de gestion des paniers, de gestion des sites des banques pour pouvoir se connecter aux banques pour les paiements, etc. Même pour la gestion des stocks. C'est vraiment très complet, quoi. C'est à toi, tu télécharges un paquet, c'est sur ton serveur ou Oui. D'accord. Oui, tu prends le code source, il y a un installeur qui te permet de déployer sur ton serveur IIS, et puis voilà, quoi. Après, je ne sais pas si maintenant ils sont compatibles avec Docker ou ce genre de choses, mais c'est vraiment... en plus, le code est vraiment propre, c'est assez intéressant, quoi. Et enfin, dernière chose là, qui m'a fait un peu rire, donc c'était sur le site de développer.com. Donc vous savez, c'est le site là qui a toujours un aspect type Minitel, qui a pas changé d'aspect depuis les années 2000, quoi. Enfin bref, donc ils ont publié une news cette semaine concernant le créateur de curl. Donc, qui a reçu, donc il y a un projet open source, hein, qui a reçu de la part d'une entreprise qui fait partie du top des Fortune 500 des États-Unis, et donc qui lui demandait de répondre dans les 24 heures, savoir si son outil utilisait Log4j, et si oui, quelles étaient les mesures qu'il avait prises pour corriger cela. Donc, il a trouvé ça un petit peu fort de café de la part de cette société qui lui donnait aucun sou à ce niveau-là. Et donc, il lui a répondu, si vous êtes une entreprise de plusieurs milliards de dollars et que vous êtes préoccupé par Log4j, pourquoi ne pas simplement envoyer un email aux auteurs à qui vous n'avez jamais rien payé et exiger une réponse gratuite dans les 24 heures avec beaucoup d'informations? Donc, c'est assez drôle de voir l'attitude justement de ce genre de société, ou plutôt de gens de responsables à l'intérieur des sociétés qui utilisent des outils open source et qui, derrière, exigent un suivi type professionnel sans rien payer, quoi. C'est usant et c'est courant. Ouais. Le dernier truc, tu vas parler de DevToy. Non, j'ai arrêté là. Il n'y a plus rien. Il y a le petit outil alors c'est le français qui travaille dans l'équipe de Visual Studio à Seattle qui s'appelle Étienne Baudou, que vous connaissez peut-être. Et donc, il a fait un petit outil DevToy sur devtoy.app. C'est pas mal, il y a des petits trucs sympas. Il vient d'être à jour, là, encore une fois. Donc, Et ça fait quoi? ça fait plein de choses. Si tu veux, ça va te générer... c'est des outils pour développeurs. Tu as un aperçu de Markdown, tu as un encodeur-décodeur EBA64, tu as un convertisseur de nombres, tu as un comparatif de texte, un compresseur de JPEG, tu as un décodeur JWT, tu as
etc., etc. Donc, tu as des formateurs, des encodeurs, des outils graphiques. Tiens, j'ai pas été voir, c'est quoi? Ah oui, d'accord, les simulateurs pour les daltoïsmes, c'est génial. Formateur JSON, bon, on retrouve dans Visual Studio. Mais écoute, c'est blindé de trucs. Je pense que c'est tellement... c'est indispensable. Mais non, c'est bien. Franchement, je trouve ça vaut le coup de... Puis le code est sur GitHub, vous pouvez aller voir. D'ailleurs, en parlant de Français qui sont à Seattle, il y a, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un Français que j'avais rencontré pendant Imagine Cup, qui a lancé une nouvelle chaîne sur YouTube consacrée à Microsoft Teams. Donc, vous recherchez Microsoft Teams et c'est surtout des tutoriels pour savoir comment ça marche, quoi. En français ou en anglais? En anglais. En anglais. Ok. Oui. Et puis vous avez reçu la notification de Julien, je pense. Tous, non? Ah bah oui. Non, j'ai pas la PR France, donc j'ai pas reçu la notification de Julien. Et Antoine qui dit qu'il n'a jamais vu autant de stars en si peu de temps justement sur DevToys. Je ne sais pas combien il a d'étoiles là. Voilà, bah oui, 5300. 5300, ouais, déjà. Tu m'étonnes. Ouais. Bien, vous aviez d'autres informations? Non? Bah, rapidement, je sais pas si certains utilisent encore Unity Container, là, mais maintenant c'est deprecated, là, pour ceux qui l'utilisaient encore dans leur projet. Non. Bon, on va pas verser une larme. Hein. Non, mais c'est juste que certains, c'est toujours le problème c'est l'open source, c'est des gens qui trouvent pas de financement, etc. Ouais. Là, mais pour ceux qui ont des projets un peu vieux et qui l'utilisaient, c'est bon à savoir, quoi. Ouais, merci. Bien, écoutez, donc il y a quelques temps sur le Slack, on avait discuté avec Damien et avec Christopher. Donc c'était suite à une question alors je sais plus qui. Jérôme. C'est Jérôme qui avait posé une question. Quels outils utilisez-vous pour documenter vos ULM à l'intérieur de vos projets? Donc Christopher avait parlé d'une première solution et Damien on avait soumis une deuxième. Donc Christopher s'excuse, il peut pas être là ce soir, mais heureusement on a notre Damien qui revient du cirque et qui va permettre de nous présenter tout ça. Avant de présenter des outils, moi j'ai une première question, enfin ça va peut-être commencer par là. Oui. Qui est-ce qui fait de l'UML dans l'assemblée? Qui documente? Documenter, je dirais pas, mais documenter en utilisant de l'UML. Mais du coup, Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait ça. Moi, ma question, en fait, c'était Enfin, je suppose que tu vas expliquer ce que c'est, mais est-ce que c'est pas trop technique, entre guillemets, pour de la documentation qui, souvent, elle doit être mise dans des mains de gens qui ne connaissent pas l'UML? Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, mais ça dépend un petit peu des diagrammes. Si tu prends le diagramme de séquence, je le montrerai tout à l'heure dans un exemple d'un de mes projets. Je trouve que c'est très très clair pour expliquer, par exemple, les interactions entre différents systèmes. Ouais. Je pense que pour poser à plat un certain nombre de problématiques, c'est assez intéressant. Je vois, j'ai un projet où j'ai un truc, c'est même pas un spaghetti, quoi. C'est un spaghetti qui a fondu, qui est vraiment trop cuit et on ne sait pas du tout. Gnocchi. Oui, c'est des gnocchis, non. Et c'est vrai qu'une représentation type UML, séquence, etc., ce serait intéressant. Sur une feuille A3, alors. Oui. Mais je me souviens d'avoir fait une présentation il y a 15 ans devant une bardée de DSI et où on m'avait demandé est-ce que c'est intéressant qu'est-ce que vous pensez du ML, etc. J'avais été comme toi très sceptique et j'avais reçu une volée de bois vert de la part de l'ensemble du personnel et donc j'étais rentré tout penaud chez moi. Un ensemble de bois, un ensemble de bois vert. Pourquoi? Parce que eux voulaient le faire, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que j'avais rien Oui. compris à l'informatique parce que je faisais pas du ML, quoi. Oui, mais c'est ça que je me demande. C'est un peu comme des patterns, comme un peu tout. J'ai parfois l'impression que on se lance vite dans des technos ou dans des méthodologies, etc.
je vais dire en gros parce que c'est là et voilà. Et donc, mais après, moi ce qui m'intéresse, c'est de creuser, c'est vraiment quel est l'intérêt. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Effectivement, probablement que certains diagrammes, diagrammes de séquence notamment, par exemple, pourraient être intéressants, mais il y en a plein. De mémoire, il y en a 7-8. Dans l'UML, j'ai toujours trouvé que c'était très lourd pour arriver à expliquer quelque chose, quoi. Et souvent dans les entreprises, dans des grandes entreprises, une fois qu'on dit on va faire de l'UML, ben souvent c'est ça, on part dans tous les domaines et on a des schémas pour finir qui ne sont pas nécessairement exploitables alors qu'on a travaillé pendant des semaines pour les réaliser. Et donc c'est ça que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y en a qui ont vraiment une utilité que j'ai pas capté peut-être d'utilisation de ce genre de diagramme. Mais si le chef veut faire un ULM, tu fais un ULM, et puis c'est tout. Et le mec, il est content, quoi. Oui, mais bon, quel est l'avantage, quoi, c'est ça. Moi, je sais que avant UML, j'ai utilisé la méthode Booch, de Grady Booch, parce que c'est ce qu'on j'ai appris à l'école, en fait. Et je trouve que après, ça a évolué sur UML, et il y a eu plus de diagrammes. Voilà. Après, je suis arrivé dans la vraie vie, mais des fois, quand tu veux expliquer certains concepts à certains développeurs, c'est assez sympa de pouvoir sketcher des relations comme ça si tu connais un peu les bases, quoi. Après, maintenir un système comme ça sur des applicatifs complexes, quand le truc évolue et tout ça, au jour le jour dans des mondes agiles maintenant, j'ai franchement des doutes, quoi. C'est prendre peut-être ce qu'on trouve peut-être intéressant sur les projets ou faire parfois ce que moi j'appelle de l'UML modifié ou adapté ou personnalisé, quoi. C'est ça, tu prends des morceaux pour t'aider à comprendre, mais peut-être pas tout. Ouais. Écoutez, je vous propose que Damien nous présente et puis comme ça, on aura une idée plus précise. Donc, je vais partager mon écran. Dites-moi comment vous le voyez. J'y vois. OK. Donc, bonjour à tous. Alors, c'est Christophe, pas Christopher. Il ne va pas être content quand il va t'écouter, Richard. Et Christophe il avait qu'à être là. JF, qui avait parlé de plantes UML. Au fait, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Entre plantes UML et Mermed que je vais vous présenter aujourd'hui, la grosse différence, c'est que UML, il a besoin d'un serveur. Sinon, la syntaxe, elle est assez semblable. Donc, je trouve que les deux sont faciles à utiliser. Et la seule différence, c'est que quand UML a besoin d'un serveur, que Mermed n'en a pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Mermed qui va vous permettre au fait, d'améliorer la lisibilité de votre documentation. Et donc Mermed, qu'est-ce que c'est? Ça permet de créer des diagrammes et des visuels à partir de texte et du code. C'est basé sur du JavaScript. Ça peut être utilisé dans les fichiers Markdown, donc dans les fichiers readme.md que nous avons quasiment tous dans nos projets GitHub. Et surtout, c'est vraiment très très facile à utiliser. Alors Mermed, ça a été créé le 16 novembre 2014, donc c'est quand même un projet qui a plus de 7 ans. Il est open source. Il est mis à jour régulièrement, donc il est mis à jour, j'ai été voir, il est entre 1 et 2 fois par mois, donc c'est vraiment pas mal. Et il y a une communauté derrière qui est de 286 contributeurs, ce qui me paraît pas mal pour un projet qui gère juste des schémas UML. Donc voilà, je veux dire, c'est quand même un projet qui vit, c'est pas un projet en fin de vie, ça continue à vivre, et malgré le fait que ça existe depuis 7 ans. Alors, au niveau de l'intégration, en fait, Mermed, il permet de faire des supports natifs dans GitLab, Azure DevOps, Tulip, Joplin, Notion. Alors, Tulip, c'est un équivalent de GitLab. Joplin, c'est un éditeur de texte, et Notion, c'est une gestion de projet, mais sans gestion de code. Quand je dis support natif, c'est-à-dire que on prend le script Mermed, on le copie-colle dans notre fichier Markdown, et ça va s'afficher directement sur le site web. Donc, le schéma sera automatiquement traduit dans GitLab, dans Azure DevOps, etc. Au niveau des supports non natifs, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas directement, là, on a GitHub, Atlassian, WordPress, VS Code, PHPBB, ça m'a fait rire, je ne savais pas du tout que c'était encore utilisé. Vim, je me suis dit que comme c'est aussi simple à utiliser, autant le présenter. Et surtout, plein d'autres. Il y a vraiment beaucoup de supports
non natif de Mermed. Et donc Mermed, comme je l'ai dit, ça vous permet de faire des schémas UML. Et on a différents schémas. On a tout d'abord le diagramme de flux. Donc ici, j'ai pris un exemple tout bête qui est start et stop. Donc c'est flowchart top-down, donc TD top-down. Ici, j'ai pris un exemple tout bête, mais on peut ici créer des nœuds de type décision, donc les fameux losanges. On peut ajouter des annotations, on peut changer les couleurs, on peut changer les bordures, on peut créer des sous-routines, donc c'est les fameux nœuds avec les deux bordures sur le côté. Donc c'est un exemple très simple. En fait, on sait faire vachement beaucoup plus que ce qui est présenté ici. Le deuxième schéma, on en a discuté tout à l'heure, c'est le diagramme de séquence. Donc on voit ici, c'est Alice qui discute avec John. On voit un petit peu les interactions. On peut voir qu'il suffit de déclarer l'acteur pour qu'il se crée automatiquement. Donc Alice qui discute avec John, on voit Alice et John qui ont été créés. Si on dit ensuite que John répond à Richard, on a Richard qui va se créer automatiquement ici. On peut voir qu'on peut changer le style des flèches, on a une numérotation qui s'affiche, etc. Alors on peut aussi créer, comme dans les diagrammes de séquence du ML, des loops, des alt, etc. C'est vraiment tout faire, donc des annotations. On peut vraiment faire tout ce que fait un diagramme de séquence en UML. Alors, ça permet aussi de faire des diagrammes de classe. Donc on peut voir ici, à gauche, on déclare un diagramme pour la classe bank account avec deux propriétés owner et balance. Et ensuite, on a deux méthodes qui sont deposit et withdraw. Et à droite, on peut voir qu'on peut également définir les liens entre les classes. Donc on peut avoir de l'héritage, de l'agrégation, de la composition, on peut avoir tout ce qu'on veut. Ensuite, on a le diagramme d'état. Donc ici, voilà, on a une transition d'état de S1 vers S2 avec une notation. Encore une fois, on peut styler comme on veut, on peut changer les couleurs, on peut rajouter un petit peu tout ce qu'on veut. On peut également faire un diagramme de relation d'entité. Donc par exemple ici, on a un diagramme où on déclare un client qui a un nom, un numéro de client et un secteur, et qui place une ou plusieurs commandes, donc une commande, un numéro de commande et une adresse de livraison. Et donc on peut voir via ce schéma qu'un client peut avoir une ou plusieurs commandes, mais qu'une commande ne possède qu'un seul client. Et c'est tout le temps au moins un client, enfin tout le temps un client, c'est jamais zéro. On peut aussi faire des diagrammes Gantt, donc des diagrammes pour faire une ligne du temps. Donc on peut voir ici un diagramme avec deux sections. La première section qui s'appelle section, qui a une première tâche qui démarre le 1er janvier 2014 qui dure 30 jours, et une seconde task qui démarre après la première task et qui dure 20 jours, et ensuite deux autres tasks dans la partie Another. Alors, un dernier diagramme, c'est le fameux diagramme en cercle où on dit les éléments dans le produit X, on a X%, donc on a 9% de magnésium, 40% de calcium, 5% de métal et 46% de potassium. Alors, je propose de faire des petites démos, alors deux petites démos. La première dans GitLab où l'intégration est native, donc c'est-à-dire qu'il n'y a strictement rien à faire, et une deuxième avec GitHub. Donc si je prends GitLab ici, donc j'ai créé un diagramme de séquence pour expliquer en fait comment fonctionne un bot quand on utilise OK Google et qu'on passe par Dialogflow. Et j'ai dessiné mon diagramme de séquence pour expliquer un petit peu tout ce qui se passe et expliquer comment fonctionne en fait complètement un flux entre un OK Google et un Google Action derrière. Donc on voit bel et bien le schéma apparaître dans GitLab. Et si j'édite ici dans l'IDE, on peut voir ici effectivement que le diagramme il est directement encodé dans mon Markdown et que je n'ai rien eu à faire. Donc si je change, je mets user A. On va communiquer sur master.
Voilà. Si je retourne sur mon README, on voit bien qu'il a changé directement en user A et qu'il n'y a rien eu à faire. Alors, pour GitHub, on dit qu'il y a un support qui est non natif. En réalité, ce qui vous conseille, c'est de créer votre diagramme, de le transformer en image, en SVG, en PNG, etc. Et ensuite, de l'intégrer dans le Mermaid. Donc, si je prends mes notes, on a plusieurs façons de faire ça. Alors, la première, on a un éditeur en ligne de diagrammes. Ah ouais, il faut que je fasse copier le lien. Alors, ouvrir le lien, voilà. Donc, on peut voir ici un diagramme qui est déjà tout fait. On peut le modifier, on peut le tester. Donc, on peut vraiment tester tous nos diagrammes ici. Oui, j'allais dire, qu'est-ce que tu as comme éditeur? Parce que là, vu les manips que tu as fait là, dans GitLab, quand Oui. tu n'es pas... Oui, voilà. Donc, c'était le but, c'était de vous présenter cet éditeur en ligne. Donc, c'est mermed.live. Par défaut, il a déjà un petit schéma qui est créé. Et on peut voir qu'on peut l'exporter directement en SVG, en PNG, etc. Donc, si je l'exporte en SVG, je vais le télécharger. Et dans ce cadre aussi, je pourrais l'intégrer directement sous forme d'image dans mon Mermed. Alors, j'ai parlé de support natif. Ici, j'utilise Typora, qui est un éditeur de Markdown, pardon, qui n'est pas cité sur le site de Mermed, mais qui a quand même une intégration native. Donc, je pourrais le faire ici. Ensuite, remonter ce fichier Markdown sur mon GitHub et j'aurai effectivement le graphique qui serait bien affiché. Le souci, si je fais ça, c'est que si demain, je dois changer quelque chose dans mon graphique, je dois recommencer à retourner sur l'éditeur en ligne, recommencer mon graphique depuis le début pour changer juste un élément. Donc, si je vous parle de ça, c'est qu'évidemment, il y a une autre solution qui est expliquée sur le site de Mermed, qui est d'utiliser... Alors, je ne sais pas si vous savez que maintenant, sur votre profil GitHub, vous pouvez afficher du Markdown sur votre profil. Donc, d'habitude, sur votre profil, on a simplement les populaires repositories, les contributions. En fait, si vous créez un projet qui a le même nom que votre profil, il va afficher le readme.md de votre projet. C'est la petite astuce, je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai un répertoire Mermed dans lequel j'ai mon graphique, une graph TD, je fais plusieurs liens, et j'ai créé un GitHub Action qui, lorsque je modifie mes fichiers .mermed, va me mettre à jour un fichier .png ici. Donc, si je vais ici, que je modifie mon graphique, que je dis E ne pointe plus vers P, mais vers Richard. Voilà. J'ai une GitHub Actions qui va se créer, qui va m'afficher un message d'erreur parce que je n'ai pas autorisé au fait, le fait de ficher des variables d'environnement, mais qui va quand même me créer une pull request. Donc on peut voir qu'elle est en train d'avancer. Elle prend un petit peu de temps. Ici, il est en train de récupérer l'image compile Mermed Markdown Action qui est en 0.3.0. Alors sur le site, il préconise la 0.3.3, ce que j'avais utilisé au début. Et en fait, quand je mets la 3.3, il me dit qu'elle est introuvable. Donc je vous conseille la 3.0 pour l'instant. Donc on peut voir qu'on est vraiment en version preview, en version d'essai, parce qu'on est en version 0.3. Donc ça prend un petit peu de temps. Le temps de télécharger l'image. Voilà, donc ici, on passe au build. Étape 2, 3, 4, 5, 6. Et après, normalement, ça va aller très très vite. Hop. Il m'aura dessus pour le set env que je n'ai pas autorisé. Il termine son script. OK. Et donc maintenant, si je vais dans mes pull requests, j'ai une nouvelle pull request qui a été créée.
Qu'est-ce qu'elle contient comme changement? On peut voir ici ma nouvelle image avec Richard ici. Donc je vais accepter le merge request. Et donc si je mets à jour, ce n'est pas à jour, évidemment, l'effet démo, parce qu'il a déjà terminé son pull request. Oui. Alors je crois qu'il garde en cache, mais en fait il aurait dû mettre à jour ici mon petit .p. Et donc l'avantage, c'est qu'en fait on garde quand même un historique de tous nos graphiques dans GitHub. Et si demain on a un petit changement à faire, on va juste modifier le petit point Mermed et le graphique va directement se mettre à jour dans nos Markdown. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Et ce que tu disais, c'est que dans Azure DevOps, c'est également c'est natif. Oui, c'est ce qu'ils disent sur leur site, le Mermed. Donc on peut aller voir directement. Hop, si on va sur Azure DevOps, ils disent effectivement que c'est natif. D'accord. Et donc pour pouvoir, j'allais dire, maîtriser un petit peu la bête, ce que tu conseilles, c'est d'aller sur le site de Mermed et d'aller dans la partie justement où il y a j'allais dire le designer pour créer ces diagrammes. Ça. Alors la documentation du site est vraiment bien faite. Donc je vous parlais par exemple du diagramme de flux. Ben, ici on peut voir tout ce qu'on peut faire. Donc on peut voir qu'on peut changer la direction, donc faire du left to right. On peut changer pour mettre des bords arrondis, pour faire des subroutines, pour afficher une forme, un cercle. Alors, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Comme je vous l'ai dit, on peut changer les styles de flèches, rajouter des informations sur des flèches. Et plus bas, il explique également qu'on peut changer tout ce qui est couleur, etc. Mmh. Et on peut rajouter aussi des informations. Voilà, ici, on peut même changer les couleurs, etc. Ouais, on peut. C'est assez sophistiqué, quoi, parce que justement, comme tu disais, ça fait 7 ans que le développement de Mermed a commencé, donc là, actuellement, ça commence à être... Oui, c'est ça. Et comme je dis, c'est mis régulièrement à jour, donc je ne sais plus ce qu'il y a de GitHub de Mermed, mais je pense que c'est le deuxième lien. C'est l'éditeur, évidemment. Voilà. Alors, est-ce que je peux voir les releases encore? Un pop-up release. Voilà, il y a 4 jours, ils ont mis une nouvelle version. Mmh. Ouais, donc c'est... J'allais dire... 10 jours, encore une autre. Donc, c'est vraiment... C'est mis à jour régulièrement, quoi. Ouais. J'allais dire, ouais, ça peut être intéressant pour présenter, enfin, surtout dans les outils qui sont supportés nativement, je pense à Azure DevOps ou justement il y a GitHub, pour pouvoir faire de temps en temps des présentations d'amélioration de sa documentation. Je sais qu'il y a un temps, il y en a beaucoup qui utilisaient Visio, Microsoft Visio. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent Visio? Mais Visio demande une licence, par contre, comme Hermet est gratuit. Oui, il demande des licences, mais il est vachement bien. Mais sinon, il y en a plein qui utilisent PowerPoint. Oui. Vraiment, hein? Visio, ça m'arrive encore, mais j'essaye Draw.io. Alors, ça a peut-être changé de nom. Ouais, c'est connu, ça. Moi, j'ai utilisé ça dans Confluence, effectivement. C'est le Visio en gratuit, quoi, et en plus, c'est compatible avec le même format que Visio. Mais c'est comment dire, contrairement à Mermaid, c'est un canevas vide, en fait. Tu dessines ce que tu veux, il n'y a pas vraiment de diagramme ou de langage. C'est pas vraiment le même usage, je trouve. Oui, il y a un autre avantage de Mermed, par exemple, par rapport à Visio. C'est dans le cas où on ajoute un élément dans un Visio. Si on ajoute un élément en plein milieu, on va peut-être devoir modifier tous les liens, toutes les flèches, etc. pour pouvoir l'intégrer au milieu. Tandis qu'ici, Mermed va le faire automatiquement. Oui, c'est vrai. Toi qui veux faire des scripts à longueur de journée, effectivement, c'est assez simple de faire des corrections juste textuelles pour pouvoir mettre à jour un visuel, quoi. C'est ça, oui. Alors après, il y a les puristes qui vont dire, mais non, je voudrais que
le truc qui soit un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, etc. Mais ça présente un gros avantage, j'allais dire, on peut comparer ça avec dans Azure DevOps avec le YAML et puis l'éditeur intégré pour créer ces pipelines. Là, au moins, on a un script que l'on peut maintenir et que l'on peut garder au sein de son code source, quoi. Et pour répondre à Denis, sa question de tout à l'heure, le schéma que j'ai montré dans GitLab qui explique comment fonctionne le OK Google, je vais jamais plus loin que ce genre de schéma pour de l'UML, quoi. Ouais. C'est vraiment pour avoir une explication visuelle qui serait beaucoup plus claire qu'un paragraphe de texte. Oui, c'est vrai que le formalisme que t'impose UML te permet d'avoir quelque chose qui soit clair, quoi. Bon, bah écoutez, c'était intéressant. Il y a quelqu'un qui a une remarque à faire? Ou pas du tout? Non. Bon, bah écoutez, puisqu'on a, merci Damien pour cette Merci. présentation. Non, merci. Moi, j'avais une petite question qui m'est arrivée là, pas plus tard qu'aujourd'hui. Quand Ça y est, vous on va débugger encore tes bugs. Oui, j'en profite, oui. Non, vous savez que en .NET, on peut faire du parallel.forEach. Ah, tu parles du poste de Patrick, là. Non. Ah non, ok, d'accord. Oui, le poste de Patrick, il est For assez... each async, maintenant. Pardon? C'est pour dire que tu peux faire du parallèle for each async, c'est ça? Absolument, oui. Donc, je voulais savoir si vous aviez des solutions que vous utilisez tous les jours ou Des autres. solutions pour. Donc, c'est pour faire du parallel.forEach async. C'est-à-dire que le parallel.forEach, le lambda que tu as derrière, il faut qu'il soit synchrone. Et dès que tu fais de l'asynchrone à l'intérieur, il n'y a rien de garanti concernant les résultats. Imaginons par exemple, je sais pas moi, tu as 10 sociétés et tu veux pour chaque société faire un appel à la base de données. Tu vas être donc soit tu les fais les uns derrière les autres, soit tu essayes de paralléliser tout ça et puis tu vois ce que ça donne. Donc il y avait une première solution, c'était de créer pour chacun, de faire une task pour chacun et puis ensuite de faire un task pour un when all pour récupérer l'ensemble. Bon, ça marche bien. Après, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais c'était limité à, je ne sais plus, à 30, il y avait 64. Ouais, c'est ça, ouais. Il fallait faire des poules de 64 pour pouvoir faire ça correctement, quoi. Donc, bon, ça demandait à mettre en place quelque chose d'un petit peu compliqué, quoi. Donc, est-ce que vous avez de votre côté des solutions simples ou pas du tout? Check la discussion. Pardon? En .NET 6, tu as parallel.forEach async, qui est une nouvelle méthode qui Oui, correspond. ça j'ai vu, oui. Et sinon, tu la réimplémentes. Là, je t'ai mis un lien avec un petit bout de code qui est moins performant, moins bien fait, là, clairement, mais qui est un peu plus court aussi. Allez, je vais aller voir tout de suite ce que c'est. Ah oui, toi tu fais avec les... ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est avec le partitionneur. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. C'est ça. Ouais. Les degrés tu peux checker le code de .NET 6. Par contre, le code est pas mal plus complexe, mais pas mal plus intéressant à faire aussi. Ouais. Et le degré de parallélisme, tu prends le environnement.process count? Ça dépend. En fait, ouais, peut-être par défaut, ça va être ça, mais par contre, faut vraiment faire attention quand on utilise ça, parce que par exemple, quand tu es dans Kubernetes, ton process count, ton nombre de CPU, tu peux pas le prévoir à l'avance ou autre. Et quand tu fais des IO, par exemple, c'est pas du tout. Faut vraiment le setter manuellement sur ce que tu veux faire, quoi. Ouais, Sinon, tu d'accord. vas potentiellement pas avoir de parallélisme parce que je sens ton Kubernetes, tu as mis 0,1 CPU et que tu n'as rien du tout, du fait.
Ouais, moi, c'est pour une application desktop. Donc, pour l'instant, le problème ne se pose pas, mais ouais, c'est intéressant à savoir ça. Ok. Coding, ça fait patienter les gens. Hein. Ok, bon, bah écoutez, moi j'avais rien de spécial d'autre à rajouter. Vous aviez quelque chose d'autre? Non? Bon, bah Vous avez sinon, vu, maintenant, avec Azure, on peut gérer des identités décentralisées. Donc, j'ai mis un lien dans le Slack. Ah ouais, non. Donc, c'est sur base de la blockchain, en fait. Mais je vais le mettre aussi dans le chat, comme ça, tout le monde peut y accès. Un peu comme Passport à l'époque. Avec la Microsoft App, ouais. Mais c'est en version preview pour l'instant. ok. Ouais. Est-ce que les gens vont utiliser ça après? C'est la vraie question. Là. Ouais, c'est exactement ça, je suis d'accord avec ça. Est-ce que des trucs sur les identités, c'est que ce soit OpenID, OpenID Connect, etc., il y en a eu plein depuis le passé, ça n'a jamais marché. Là. Donc, on verra si ça change quelque chose. Ok. Laurent, tu nous présentes ce que tu vas présenter la semaine prochaine? Ouais, donc c'est suite à la présentation de Gérald il y a quelques temps sur MS Build. Là, j'ai proposé de présenter Nuke Build, qui est un outil pour écrire, pour automatiser vos builds, qui est complètement en C#, quoi. Donc, on va voir un peu l'expérience par laquelle on est passé dans mon équipe avec les différents technos qu'on a utilisés avant, et puis une démo de ce qu'on peut faire avec ça et pourquoi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment pour gérer les builds si on a des développeurs chez C#, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, merci à tous. Petit épisode aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, bonne semaine, portez-vous bien, et puis la semaine prochaine. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.